Vivre dans la jungle de Michael Morpurgo. Will, un jeune Anglais, passe des vacances en Indonésie avec sa mère. Alors qu'il se promène sur le dos d'une éléphante nommée Oona, non loin de la mer, un tsunami détruit la côte. Pour y échapper, Will et Oona se réfugient dans la jungle. J'apprenais d'Oona que dans la jungle, toute chose, tout le monde a sa place, et que pour survivre, il faut trouver les façons de coexister. J'avais vraiment le meilleur des professeurs. Pourtant, ce n'est pas elle qui m'apprit à pêcher. C'est à mon père que je le dois. Ce fut en voyant un sac plastique resté accroché à une branche et se balançant dans la rivière que je me rappelais ce qu'il m'avait montré un jour. Il ne me racontait jamais beaucoup ce qu'il faisait à l'armée. Il ne semblait pas avoir envie d'en parler. Mais il m'avait appris à attraper des poissons lorsqu'il fallait vivre des ressources naturelles, sans canne à pêche et sans ligne. Il utilisait un pantalon. Il m'avait montré comment faire. Il attachait les deux jambes d'un vieux jean avec une robuste plante grimpante prise sur un arbre. Puis, il glissait un autre bout de cette sorte de liane dans les passants de la ceinture. Enfin, il accrochait le tout à une branche au-dessus de la rivière, de telle sorte que le jean soit complètement plongé dans l'eau. Gonflé par le courant, le jean faisait office de filet, et les poissons qui passaient par là se laissaient prendre au piège. Je me rappelle avoir pensé que c'était une brillante idée, bien que papa n'ait jamais vraiment attrapé de poissons, mais tout un tas d'horribles bestioles rampantes. J'essayais à plusieurs reprises en utilisant mon short. La première fois, ça ne marcha pas, ni la deuxième. Mais la troisième fois, je pris un poisson. Il avait beau être minuscule, c'était quand même un poisson. Je le tuais, l'écaillais avec mes dents et le mangeais cru. Rien ne m'avait jamais paru aussi délicieux. À partir de ce jour, j'attrapais des poissons partout où je pouvais. Ça me changeait des fruits. Les fruits m'avaient permis de survivre. Je pouvais monter à un arbre pour y cueillir des bananes, mais ce sont les noix de coco orange qui m'ont véritablement sauvé la vie. Parfois, Oona les faisait tomber en secouant l'arbre. Parfois, je grimpais au tronc. Je devenais bon à cet exercice. Je n'avais besoin de rien d'autre que d'un bout de bois pointu pour faire un trou dans la coque. Même si ça me prenait un certain temps, le lait à l'intérieur était toujours délicieux et sucré. Ce lait et la chair de la noix de coco me permirent de rester en vie plus que n'importe quelle autre nourriture. Michael Morpurgo, Enfant de la jungle, édition Gallimard Jeunesse. Construire un feu, d'après Jack London. Au début du XXe siècle, dans le Grand Nord canadien, un homme accompagné de son chien part rejoindre le camp de ses compagnons par une température de -50 degrés. Il se mouille les pieds accidentellement et doit se sécher d'urgence. Il entreprend de faire un feu. Il redescendit sur la berge du fleuve afin d'y recueillir herbes sèches et brindilles. Ses doigts étaient devenus si gourds qu'il ne pouvait pas s'en servir pour trier sa récolte et qu'il dut prendre pêle-mêle, à grosses poignées, tout ce qui lui tomba sous la main. Il recueillit de la sorte beaucoup de brindilles pourries, ainsi que des touffes de mousse verte qui s'y entremêlaient et qu'il eût fallu enlever. Mais il ne pouvait faire davantage. Il procédait méthodiquement, mettant de côté les plus gros morceaux de bois afin de les employer seulement quand le feu aurait pris. Le chien, pendant ce temps, assis sur son derrière, ne le quittait pas du regard, une ardente convoitise brillant dans ses prunelles, car l'homme était pour lui le pourvoyeur du feu qui recommencerait bientôt à flamber. Ces préparatifs une fois terminés, l'homme chercha dans sa poche une autre lamelle d'écorce de bouleau. Il savait que cette lamelle s'y trouvait. Et en effet, tandis qu'il farfouillait dans l'étoffe, il entendait le froissement de l'écorce. Mais ses doigts ne sentaient rien, et en dépit de ses efforts, ne parvenait pas à la saisir. À l'aide de ses dents, il renfila ses moufles, battit des mains contre ses côtes, fit aller ses bras en avant et en arrière. Puis, il s'asseyait et se relevait.
Le chien le regardait faire, toujours assis dans la neige, le panache de sa queue touffue enroulé sur ses pattes de devant, comme un manchon, les oreilles pointées en avant, intéressé et curieux. L'homme, de son côté, tout en continuant à se battre les flancs et à taper ses mains, regardait le chien, et il enviait la chaude couverture de poils que la nature avait donnée à la bête. À force de se démener, l'homme perçut à la fin que ses doigts redevenaient sensibles. C'était comme un picotement bienfaisant, qui ne tarda pas à se muer en une cuisson atrocement douloureuse, mais qu'il accueillit avec joie. Il arracha la moufle de sa main droite et se remit à fouiller dans sa poche pour y prendre l'écorce de bouleau. Il y réussit, non sans peine, et se saisit également de son paquet d'allumettes. Mais le formidable froid avait déjà chassé la vie de ses doigts. Cependant qu'il s'efforçait de séparer des autres une allumette, tout le paquet tomba dans la neige. Il tenta de ramasser les petits bouts de bois soufrés, en vain. Ses doigts inertes ne réussissaient pas à les saisir. Il remit sa moufle. Puis, de ses deux mains ainsi protégées, il ramena les uns sur les autres les petits bouts de bois, et par un travail infini, les enleva dans ses deux paumes, comme on fait d'une eau que l'on veut boire. Il eut une excellente idée. Se courbant sur l'allumette, il la prit dans ses dents, puis la frotta le long de sa cuisse. Après 20 essais infructueux, le soufre se décida à s'allumer. D'après Jack London, édition Phébus, 2007. Robinson s'installe, de Michel Tournier. Seul survivant du naufrage du navire la Virginie, Robinson échoue sur une île déserte. En l'explorant, il découvre une grotte dans laquelle il décide de s'installer. Il y transporte tout ce qu'il peut récupérer dans le bateau. Après avoir entreposé les 40 tonneaux de poudre noire au plus profond de la grotte, il y rangea 3 coffres de vêtements, 5 sacs de céréales, 2 corbeilles de vaisselle et d'argenterie, plusieurs caisses d'objets hétéroclites, chandeliers, éperons, bijoux, loupes, lunettes, canifs, cartes marines, miroirs, dés à jouer, une malle de matériel de navigation, câbles, poulies, fanaux, lignes, flotteurs, etc. Enfin, un coffret de pièces d'or et de monnaies d'argent et de cuivre. Les livres qu'il trouva dans les cabines de l'épave avaient tellement été lavés par l'eau de mer et la pluie que le texte imprimé en était effacé. Mais Robinson pensa qu'en faisant sécher ces pages blanches au soleil, il pourrait les utiliser pour écrire son journal, à condition de trouver un liquide pouvant tenir lieu d'encre. Ce liquide lui fut fourni par un poisson qui pullulait alors près de la falaise du Levant, le diodon, ou poisson hérisson. C'est un animal redoutable avec sa mâchoire puissante et les piquants venimeux qui hérissent son corps. En cas de danger, il se gonfle d'air et devient rond comme une boule, et comme tout cet air est accumulé dans son ventre, il flotte alors sur le dos, sans paraître gêné par cette posture. En remuant avec un bâton l'un de ces poissons échoués sur le sable, Robinson avait remarqué que tout ce qui entrait en contact avec son ventre prenait une couleur rouge, tenace et voyante, qui pourrait lui tenir lieu d'encre. Il se hâta de tailler une plume de vautour, et il put sans attendre tracer ses premiers mots sur une feuille de papier. Il décida alors d'écrire chaque jour dans le livre le plus gros les faits principaux qui lui seraient arrivés. Sur la première page du livre, il dressa la carte géographique de l'île, et il inscrivit au-dessous le nom qu'il venait de lui donner, Speranza, ce qui veut dire l'espérance, car il était décidé à ne plus jamais se laisser aller au désespoir. Parmi les animaux de l'île, les plus utiles seraient à coup sûr les chèvres et les chevreaux qui s'y trouvaient en grand nombre, pourvu qu'ils parviennent à les domestiquer. Or, si les chevrettes se laissaient assez facilement approcher, elles se défendaient farouchement dès qu'ils tentaient de les traire. Il construisit donc un enclos, en liant horizontalement des perches sur des piquets, qu'il habilla ensuite de lianes entrelacées. Il y enferma des chevreaux très jeunes, qui y attirèrent leur mère par leurs cris. Robinson libéra ensuite les petits et attendit plusieurs jours. Alors, les pies gonflées de lait,
commencèrent à faire souffrir les chèvres, qui se laissèrent traire avec empressement. Michel Tournier, édition Gallimard Jeunesse.